En 2014, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne lancent une troisième période d'engagement à la suite du protocole de Kyoto afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. L'une des actions clés est de porter la part des énergies marines renouvelables à 27% dans la production énergétique totale d'ici 2030. La loi de transition énergétique française, adoptée en août 2015, fixe cet objectif à 32% au niveau national. Parmi les moyens mis en œuvre pour atteindre ce but, les énergies marines renouvelables, ou EMR, tiennent une place importante, notamment l'éolien en mer dont le développement est favorisé. On implante des champs d'éoliennes en mer le long des côtes normandes, de Bretagne, de Loire-Atlantique et de Vendée. La Normandie est un territoire particulièrement propice à ce type d'industrie. Elle dispose de zones suffisamment venteuses pour le développement d'éoliennes. Elle dispose aussi de forts courants marins, notamment au raz Blanchard, pour le développement d'hydroliennes. En outre, le territoire normand est équipé d'infrastructures portuaires et d'un réseau électrique dense, capable de soutenir l'installation de ces nouvelles sources d'énergie. Les grands projets d'aménagement du territoire offrent de grandes opportunités. Mais de telles infrastructures posent problème. Pour les pêcheurs, la faune et la flore locale et la modification des paysages. On est sur un territoire qui n'est pas un territoire de droit commun en quelque sorte, qui a un supplément d'âme parce que justement on est à proximité des plages où ont débarqué les Alliés. À terre, ça devenait de plus en plus difficile par les citoyens d'accepter ce qu'on appelle les moulins à vent. Donc on a dit, en mer, il n'y a personne. C'est vrai, quand on regarde la carte de la mer, on dit, tiens, la mer, c'est une vaste espace, mais il y a du monde en mer. Contrairement à ce que certains pouvaient croire, il y a du monde. Les premiers voisins sont les Britanniques, qui eux aussi ont des grands projets faramineux, notamment dans le sud de l'île de Wight, avec des projets à 150 éoliennes. Et la Manche est en train de se rétrécir en peau de chagrin. Si on y rajoute le trafic maritime, on peut pas mettre des éoliennes partout, quoi. Parce que 25% du trafic mondial passe entre Ouessant et le Pas-de-Calais. On n'est pas contre, en se disant même peut-être que ce parc éolien pouvait peut-être dans le temps créer un emploi, voire deux, parce qu'on parle du parc éolien de Coursol, c'est comme ça qu'il est nommé, et pourquoi pas un bateau qui irait faire visiter ce parc-là aux touristes qui le souhaiteraient, quoi. Notre objectif, c'est de faire émerger le territoire normand sur cette industrie du futur que sont les énergies renouvelables. Regardez le développement du Sud-Ouest autour de la construction aéronautique et du spatial, enfin tout ce qui existe sur Toulouse et autour de Toulouse. Ça a été l'émergence d'une région. Pour nous, c'est un enjeu fabuleux. Les professionnels n'ont jamais été contre les énergies marines renouvelables. Ils demandent sauf qu'on respecte leurs activités et qu'on ne peut pas développer une activité au détriment d'une autre. La mer ne nous appartient pas, mais on considère qu'on est là et que on ne peut pas supprimer une activité sur l'ensemble des 500 km de côte de la Basse-Normandie pour 3 ou 4 moulins à vent. Les groupés, c'est bien, parce que ça fait un secteur, quoi. Et ce secteur, il est ou interdit ou limité à la navigation. Nous, plaisanciers, on a besoin de nurseries à poissons, c'est-à-dire d'endroits où c'est moins pêché, au moins, et peut-être d'endroits où les crustacés, voire les poissons puissent se réfugier, un peu comme dans des épaves, ce qui pourrait très très bien et très vite faire une réserve à poissons. Pour informer et récolter les avis de la population, l'État français a mis en place le débat public. Ce genre de projet qui suscite à la fois des craintes et qui est en même temps porteur d'opportunités, c'est important d'organiser la concertation et du débat, de confronter les points de vue, d'essayer de faire émerger des scénarios du territoire, avec ou sans le projet. La concertation, c'est l'organisation de la discussion avec les citoyens. C'est-à-dire organiser le dialogue pour co-construire un projet ou une décision et lui donner la légitimité qui vient de la discussion avec les citoyens. L'acceptabilité sociale, on parle de ça, c'est un terme qui est souvent employé par les porteurs de projets, pour désigner la capacité de la population à accepter l'arrivée d'un projet sur un territoire. Et en fait, la concertation s'est développée pour essayer de mesurer cette acceptabilité et essayer de la favoriser. C'était ça, la logique qui a présidé, au milieu des années 90, au développement
du débat public et de la participation. En 1995, il y a eu la loi Barnier qui a conclu à la construction ou à la décision de proposer dans la loi la Commission nationale du débat public, qui est une exigence de démocratie, et de faire démarrer cette démocratie au moment où elle doit démarrer, c'est-à-dire avant même tout développement d'un projet. C'est une forme de concertation, mais qui est très réglementée et qui est prévue par la loi. C'est une loi de 1995, à l'époque où M. Barnier était ministre de l'Environnement, qui a fait passer cette loi qui prévoit que tout projet important d'intérêt national ou dont le montant est très élevé doit faire l'objet d'un débat public. En 2002, un texte a précisé que l'organisation de ce débat public revenait à la Commission nationale des débats publics, qui est une autorité indépendante rattachée administrativement au Premier ministre. La Commission nationale des débats publics désigne une présidente ou un président pour la commission particulière des débats publics chargée d'un projet. Ensuite sont désignés les membres de cette commission de débat public. Le droit que défend la CNDP, c'est le droit à la participation des citoyens en matière d'environnement. Elle doit s'assurer, d'une part, que le grand public ait accès à l'information sur les projets et puisse s'exprimer et donner son avis. Son rôle est donc de récolter les avis et de les porter en public. Les avis sont recueillis au cours des réunions qu'organise la commission des débats publics, réunions qui se déroulent sur le terrain, sur le site du projet. La commission des débats publics n'émet pas d'avis. Le maître d'ouvrage, il a plusieurs solutions. Première solution, se rendant compte d'obstacles qu'il n'avait pas imaginés du tout auparavant, il peut abandonner son projet. Deuxième solution, qui est assez courante, il modifie son projet pour tenir compte de certains avis qui ont été émis et qu'il n'avait pas imaginés. Troisième solution, il maintient son projet dans la ligne qu'il avait imaginée au départ, tout en apportant quelques petits aménagements. Dans la loi, et c'est en ça que le débat public est intéressant, le maître d'ouvrage doit se justifier. Il doit dire qu'est-ce qui garde du débat et s'il continue, pourquoi, sur quelle base. Et ça, c'est unique en son genre. C'est la première fois que la participation permet ça. Toutefois, la concertation telle qu'elle existe actuellement en France est controversée. Les participants au débat public ont parfois des doutes quant aux effets produits par leur engagement. Le débat public est conçu pour des gens qui veulent bien discuter. Et on voit que les réunions publiques, on met le maître d'ouvrage sur la tribune, les gens dans la salle où ils peuvent que poser des questions, ça incite pas toujours au développement de l'intelligence collective. Or, le problème, c'est qu'on arrive maintenant avec des acteurs très différents, qui ont des visions du monde et des valeurs opposées. Et donc, du coup, ces gens-là, est-ce que la concertation peut réellement les réconcilier ? Est-ce qu'elle doit chercher à les réconcilier d'ailleurs ? Ça, c'est une vraie question, et qui mérite d'être posée. C'est-à-dire, est-ce que la concertation a pour objectif de broyer un peu les oppositions, de les réduire, de travailler à ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale ? Je pense plutôt qu'elle doit permettre de mettre en lumière la variété des positions et les arguments. Souvent, les dispositifs de participation sont déconnectés des processus de décision. Finalement, les gens arrivent dans le débat public en ayant l'idée de pouvoir faire changer les choses. Or, souvent on vient leur demander de discuter des modalités et pas vraiment de l'opportunité. Et donc ça crée un sentiment de frustration, l'impression d'être un peu instrumentalisé, voire trompé. La concertation produit d'autres choses. Elle permet de rendre visibles les rapports de force. Même s'ils sont inégaux, ça permet aux collectifs d'opposants de se rencontrer, de se connaître, de se formaliser, de parfois d'élargir un petit peu leurs revendications, de se rendre compte que d'autres à côté en portent qui se ressemblent, et de devoir affiner un peu l'argumentaire et de rentrer dans une logique de discussion. On a à peu près aujourd'hui tous les outils disponibles. C'est-à-dire qu'on sait ce que sont les outils qui marchent, qui fonctionnent dans tel ou tel contexte, à tel ou tel moment d'un processus. Donc le répertoire des démarches envisageables pour consulter ou participer les citoyens est parfaitement balisé. Ce qui manque dans un pays comme la France, c'est à la fois l'ingénierie qui permet de bien les utiliser, de bien les concevoir, de les adapter au contexte. Ce qui manque aussi, c'est la volonté, puisque les élus, en règle générale, pas tous,
tous, mais dans leur très grande majorité, n'aiment pas la participation, n'aiment pas la concertation, considèrent qu'elle vient rogner leur légitimité, considèrent que ça rend la politique bien trop complexe, bien trop difficile. Donc il y a de très fortes réticences à l'égard de la participation, alors même qu'on prétend en faire, qu'on prétend en mettre en place. Donc du coup, le problème de la démocratie participative, c'est pas un problème de recettes magiques. Il n'y a d'abord pas de recette magique. Vous ne pourrez jamais, avec une seule démarche, construire la légitimité qui vous permettra de dire j'ai consulté tout le monde et je suis absolument fondé à faire ce que j'ai envie de faire. Ça n'existe pas. Et même le suffrage universel ne permet plus ça aujourd'hui. Organiser des débats publics tels qu'ils ont été organisés, c'est demander aux gens de participer à un débat auquel finalement ils ne vont pratiquement pas participer. Parce qu'il y a les intervenants qui arrivent sur l'estrade, qui font leur discours, et après on leur demande s'ils ont des questions à poser. Pour moi, c'est pas un débat. Je crois que c'était juste pour faire de l'information. On a senti ça, c'était bon enfant, quoi. Ils avaient envie de nous prévenir. Il y a, je trouve, un petit souci, c'est que avec les acteurs traditionnels, il y a une préparation qui est faite. Il y a en gros 3-4 mois de rencontres et 3-4 mois de débats publics. Et avec le grand public ou même les scolaires, on n'a pas la même préparation. Les CPDP sont nommés beaucoup trop tard par rapport à ça. Je prendrai un exemple simple. Vous avez le dossier de maître d'ouvrage qui fait entre 60 et 120 pages. Il faut le temps de l'appréhender. Sinon, il y aura toujours un décalage entre les sachants et ceux qu'on va informer. Aujourd'hui, le débat ne se concentre que sur la parole et donc sur un art de la rhétorique. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité à s'exprimer publiquement pour donner leur avis, qui n'ont pas la confiance et qui n'ont pas été formés pour se mettre en scène comme ça. Donc ces gens-là deviennent silencieuses quand on est sur les éoliennes. On est souvent dans des territoires qui peuvent être industriels. C'est des territoires vraiment, on va dire, avec une culture ouvrière qui est forte. Et c'est une culture du faire plus que du dire ici. Les ouvriers, pendant 20 ans, 30 ans, on leur a fait comprendre que leur avis ne nous intéressait pas. On vous demande juste de travailler, messieurs. Votre avis ne nous intéresse pas. Pendant longtemps, c'était ça quand même. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient, qui vous tend un micro et qui vous demande que vous lui donnez un avis sur une question, par définition, un peu complexe. Il faut qu'on réinvente les modalités d'interaction avec la variété de ces publics. La concertation, c'est pas juste un coup, c'est pas juste une parenthèse. La concertation, c'est une culture qui nécessite de s'inscrire dans la durée. Je trouve que on est loin du territoire, on est loin du terrain. Il n'y a pas de culture de la participation en France, il n'y a pas de culture de la concertation pour différentes raisons. L'État en France traditionnellement détient le monopole de la définition de l'intérêt général et ne considère en aucun cas que l'intérêt général se construit à partir de la confrontation des intérêts particuliers. Donc du coup, l'administration jusqu'à présent et jusqu'à il y a quelques années était en mesure de définir lesquels parmi les intérêts particuliers relevaient de l'intérêt général et lesquels n'en relevaient pas. Pas de culture non plus du fait même du peu de sérieux que nous, en France, nous accordons à l'exercice de la parole politique. On est dans une forme de pédagogie qui est relativement autoritaire, qui est relativement verticale, et donc du coup, nous ne savons pas comment finalement échanger, comment écouter l'autre. Nous ne sommes pas très bien équipés pour la délibération collective et nous avons une vision très agonistique ou très conflictuelle du débat dans lequel finalement le débat c'est un rapport de force, c'est un dialogue de sourds, il faut s'imposer à l'autre. Si la question est de savoir si on est dans une forme de crise démocratique aujourd'hui, la réponse est évidemment oui. Il faudrait être habité dans un endroit très isolé de la planète pour ne pas s'en apercevoir. Il est clair
clair que les démocraties représentatives, qui sont la forme de gouvernement dans laquelle nous vivons, aujourd'hui sont frappées à la fois d'impuissance, d'illégitimité de la part d'une bonne partie de citoyens, la montée de l'abstention, de l'indifférence politique, la montée du vote protestataire, la montée de la contestation un peu partout, témoignent de ce que nos démocraties ne sont pas particulièrement en bon état. L'absence de culture de la participation en France pose un problème de représentativité. Les profils des citoyens qui participent au débat public sont souvent les mêmes. Les élus, les associations, les retraités. Et d'autres publics comme les parents, les étudiants et les chômeurs sont souvent absents. Or, on constate qu'un nombre important d'autres acteurs sont également concernés par ces projets, mais n'interviennent pas dans les débats. Quelles solutions peut-on envisager pour amener ces publics à débattre ? Un des outils qu'on a à notre disposition pour faire venir les gens, c'est les technologies numériques. C'est le numérique, le web. Souvent on dit que mettre un site web dans un débat public peut permettre de faire participer d'autres publics que ceux qu'on voit tout le temps. Et surtout un public éloigné géographiquement. Chaque technologie numérique offre des possibilités en fonction de cette configuration. C'est-à-dire que selon les outils, vous ne permettez pas le même type de discussion. Je vous prends un exemple simple. Twitter vous permet de produire un message en 140 caractères. Donc, automatiquement, la nature de l'expression que vous allez avoir, elle est contrainte par la technique. Si je vous mets à côté de ça un forum que je vais organiser par thématique, on voit bien que là, je vais inciter une discussion beaucoup plus riche, beaucoup plus développée sur des thématiques précises. On va pouvoir mettre en place un système de questions-réponses. Vous posez une question et, par exemple, le porteur de projet vous répond. Et puis d'autres gens peuvent lire et consulter vos réponses. On peut éventuellement penser à mettre un chat. Ça peut être utilisé pour qu'un porteur de projet discute avec les internautes ou un élu. On peut aussi penser à des systèmes d'application, où pendant une réunion, les gens qui n'ont pas forcément eu la parole pour poser une question peuvent déposer une question en ligne via SMS. Les réseaux sociaux, c'est souvent des formes de participation plus indirectes. Ça sensibilise les publics au fait qu'il y a un débat et ça fait venir des gens. Le débat public, c'est un outil qui est amené à être de plus en plus utilisé. Ça fait plusieurs années, donc l'équipe actuellement en place au niveau de la Commission nationale du débat public cherche à se diversifier pour faire évoluer le processus et l'améliorer, notamment l'ouvrir à de nouveaux publics. Et d'aller notamment vers les scolaires. Il se trouve que le 5 janvier, on a été consulté sur les nouveaux programmes d'enseignement moral et civique, ce qui remplace un peu le CJS. On avait donc une nouvelle version de cette matière, avec à nouveau encore plus une insistance sur la forme du débat argumenté, comme moyen évidemment de faire saisir aux élèves les différentes problématiques, notamment les questions de laïcité, de vivre ensemble, etc. Depuis, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées dans notre pays, avec évidemment Charlie Hebdo, et la réaction qui a été de dire qu'il fallait que l'école se saisisse de ces sujets-là. Si on nous demande de débattre sur des sujets aussi sensibles, il faudrait pouvoir s'habituer à débattre sur des choses un peu plus froides à travers ces grands projets d'aménagement. Moi, je pense qu'il faut donner énormément de responsabilités aux enseignants. Par exemple, au niveau de la classe de première, systématiquement, dans toutes les classes, dans toute la France, qu'il y a un débat public à proximité pendant cette année-là ou pas, qu'on demande d'organiser un suivi. Il faut arriver à faire une sorte de culture du débat dans tout le pays, dans toute l'école. Une des clés, c'est que se développe en France la culture de la participation. C'est-à-dire que finalement, les gens comprennent à quoi ça sert et développent les compétences pour y parvenir. La première condition pour que les gens mettent du sens à la participation, c'est que les conditions préalables soient réunies. C'est-à-dire que les règles du jeu soient claires. C'est-à-dire qu'on sache pourquoi on participe,
Qu'est-ce qu'on permet, qu'est-ce qu'on ne permet pas? Est-ce qu'il y a un accès réellement à la décision? Est-ce que c'est simplement du consultatif? Ensuite, il faut que les outils soient adaptés au type de public. Et il faut se mettre à la portée des gens. Et c'est à ce prix que la culture de la participation va pouvoir se développer. Il faut qu'il soit dans un climat de confiance. Il faut avoir confiance dans nos institutions. Vous avez par exemple un dispositif comme le jury de citoyens, qui est un dispositif tout à fait intéressant où on tire au sort un groupe de citoyens, on les fait plancher sur une question qui peut être une question très complexe, et on leur demande leur avis à l'issue d'un processus d'information. Et on peut le faire là très tôt dans le processus de décision pour bien baliser ce que sont les attentes, les craintes, les peurs des citoyens. Et si vous l'utilisez très bien, ça peut venir alimenter un processus plus général d'expertise ou de délibération politique. Vous avez des dispositifs comme le forum ouvert qui fonctionne très bien. Vous avez toute la panoplie des technologies numériques qui sont très efficaces pour produire de la coopération, pour aller chercher les jeunes qui ne viennent plus dans les réunions publiques classiques. Donc vous avez tout un ensemble de formes de concertation qui sont aujourd'hui bien connues, bien expérimentées. Toute la réflexion sur ce qu'on appelle aujourd'hui le débat mobile est née à Saint-Nazaire ici, autour du dispositif qui est le cube. C'est-à-dire que la Commission nationale souhaiter inventer une nouvelle modalité du débat public. Le débat mobile, c'est quoi? C'est cette volonté de sortir des lieux classiques, type réunion publique, et de venir faire du débat dans les espaces publics, dans les marchés, dans les centres commerciaux, dans les écoles, dans les lieux de la fluidité, où les gens vivent et où les gens se trouvent. Et de là est né le cube. En quelque sorte, ce dispositif permet d'imaginer et de construire un espace d'échange et de parole. Le projet des éoliennes a été l'occasion de tester et d'éprouver ce dispositif qui est devenu une modalité à part entière de la Commission nationale du débat public. Il y a une crise du politique, il y a une crise des institutions, il y a une crise de l'éducation populaire. On a besoin, je pense, de réinventer des espaces politiques qui soient moins des espaces institutionnels que ceux qui existent aujourd'hui, pour réapprendre à imaginer le monde de demain ensemble. Mais plus que l'imaginer, il faut aussi le construire et le co-construire. La CNDP, qui est donc la Commission nationale du débat public, doit peut-être essayer d'imaginer une autre architecture pour être en prise avec les territoires. Je l'imagine bien, moi, dans les quelques années qui viennent, qu'elle devienne en quelque sorte un chef d'orchestre et qu'elle soit en charge d'orchestrer des relais dans les territoires qui seraient ou pas labellisés CNDP d'ailleurs, qui seraient des commissions régionales du débat public. Et ces entités en région auraient pour mission de créer la confiance avec les acteurs et les réseaux. Un bon projet, c'est un projet partagé. Que ça veut dire qu'il faut aller jusque dans le détail, dans la réponse aux difficultés ou aux observations qui sont faites. Il ne faut pas lésiner sur la qualité de la réponse qu'on va apporter. Et je me répète, c'est enrichissant parce qu'une observation qui peut paraître un peu banale comme ça au départ, ou même, comment dirais-je, de peu d'importance au départ, peut vous amener à changer un projet pour qu'il soit vraiment qu'il tangente le plus possible la perfection. On sera toujours, quelque part, un peu insuffisant en termes de concertation. Il ne faut pas avoir peur des gens, il ne faut pas avoir peur de la concertation. La vérité, il n'y a pas une personne qui la détient, c'est un ensemble.